Bienvenue au Studio 21 pour 35 mm de podcast. Maxime Auclair et Mathieu Legault. Oui. Comment ça va, Matt? Ça va très bien, toi? Yes, sir. Super. Et puis, avant d'entrer dans notre sujet du jour, je voudrais mentionner qu'on a un Patreon maintenant. Et là là. Ouais, depuis quelques semaines, mais là, c'est la première fois qu'on le mentionne en ondes. Les autres fois, on avait enregistré ça, puis on n'était pas sûr si ça allait se faire. Bref, c'est actif. Vous pouvez si vous êtes familier avec la plateforme, ben vous allez nous trouver facilement. Sinon, en d'autres mots, Patreon, c'est comme une plateforme justement de financement très ciblé pour les créateurs de contenu. C'est pas juste des podcasts. Non, c'est ça. Puis, en fond, c'est juste une façon de donner de l'argent aux artisans, aux artistes qui vous intéressent. En fait. Exactement. C'est un paiement par mois. Puis c'est nous, dans le fond, ce qu'on vous offre avec ça, c'est l'exclusivité sur nos épisodes en audio, en vidéo. Vous les avez 2 semaines avant tout le monde pour un petit 3 ou 4 $ par mois. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Ça s'en va direct à nous et ça nous permet de l'utiliser pour le remettre dans le projet puis faire des meilleurs épisodes, plein de budget éventuellement. Là. Tu sais, quand on va faire Michael Bay, là, puis on va avoir des explosions en studio. J'ai bien hâte. Yes. Ça va être grâce à vous. Bref, surveillez ça. Vous pouvez aller nous retrouver aussi sur Facebook et sur YouTube. Bref, Matt, on parle de Edgar Wright. Ben oui, toi, chose. Oui, un réalisateur qu'on aime beaucoup, qui est très aimé. Et c'est d'une évidence parce qu'il fait dans la comédie d'action. C'est quelqu'un de très accessible et hautement divertissant. Oui. Écoute, ben ça c'est clair. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même assez connu, surtout de notre génération. Peut-être pas de nom, mais tu sais, quand on nomme ses films, Shaun of the Dead, c'est sorti, on quittait l'adolescence, fait qu'on on a baigné 2004. 2004, ouais, c'est ça. C'est ça. J'avais 19 ans. On n'a pas tous la même âge, là, mais les années 2000 avec jusqu'à Scott Pilgrim, puis sa trilogie. Donc, c'est des films qui tombaient parfaits pour nous qui sommes nés dans les années 80. Oui, Edgar Wright, c'est ça. Il vient d'Angleterre. En fait, il vient d'un petit village dont je n'ai oublié le nom. Dans l'Ouest. Oui, Dorset, je pense. Dorset, et qui est lui-même décrit comme une place extrêmement jolie, mais plutôt ennuyeuse. Oui, qui l'a inspiré quand même. Qui l'a inspiré, bien souvent dans ses films, il y a souvent l'idée du village, d'une petite ville, en région de Fuzz, notamment. Même World's End, ils retournent dans leur village d'enfance. Fait que c'est un truc qui revient souvent, le petit village qui était pas si cool, mais qui est sympathique. Oui, mais je l'entendais pendant une entrevue en pandémie, je pense qu'au début de la pandémie, où il expliquait que c'était vide à Londres. Là, j'imagine qu'il habite à Londres. Puis il disait, c'est bizarre de voir ça désert, on se croirait dans un de mes films. Oui, clairement, c'est ça. Et c'est ça, ses parents étaient dans les arts. Ouais. Et ce qui fait que, égal au fait qu'il était dans un petit village qui, pour lui, s'emmerdait, il s'est vite tourné vers les arts, en fait. Il s'est créé un monde et très rapidement, il s'est mis à l'animation, au dessin. Ouais, stop motion. Stop motion, et qui a amené au cinéma et il a fait plein. Lui, là, il s'est pris une caméra, il en a fait plein quand il était jeune. Ben ça, c'est typique de cette génération-là. Ceux qui sont nés dans les années 70, qui a arrivé dans les années 80, il y avait accès à la Super 8, j'imagine, de façon assez abordable, là. Puis lui, il a filmé là, plein d'affaires jeunes. Il n'y a pas eu d'hésitation à commencer un truc. Moi, 1000 fois, je me suis dit, j'en ai fait là, jeune, des sketchs, mais je devrais faire un film, me financer moi-même, puis l'essayer. Puis je le faisais jamais. Mais lui, il a comme, let's go, on le fait. Puis là, il a 47 ans, il a 7 films derrière la cravate. Il en a écrit d'autres. Il a une star montante. Là. Ouais, et ce qui fait que... Puis j'ai vu dans une autre entrevue, il avait donné une classe, il était retourné, je pense, à l'université, qui est allé, c'est ça. Puis c'est ça. Puis il martelait ce que plein d'autres réals martèlent prenez une caméra, puis faites 10 ans. Parce qu'il dit, j'en ai fait tellement jeune que je me plantais tout le temps, mais j'ai appris des mouvements, puis il a pratiqué des trucs que maintenant, il maîtrise à la perfection. Quand il y a eu le budget par la suite, là? Oui, mais que là, il arrive dans un truc, fait comme moi, je vais le nailer, puis il n'y a même pas d'hésitation, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de ça va-tu marcher? Parce que c'est un gars qui utilise, et ça, c'est sa grande force, là, on va y revenir, mais il utilise vraiment tous les outils possibles dans l'arsenal du cinéma pour faire rire.
Oui. Ce qui n'est pas le cas vraiment tu sais, quand on pense aux comédies. De toutes les comédies, là, Judd Apatow et compagnie. Non, c'est ça. Les films de Will Ferrell, c'est très axé sur... on voit deux personnes un peu... surtout, maintenant, Will Ferrell, on sait qu'il improvise beaucoup. Fait que c'est bien fixe. On laisse le monde, les acteurs déconner. Déconner. Anne Corman, c'est un très bon film, c'est drôle, mais t'as un casting qui est bon en impro, qui a dû déconner. Fait que c'est sûr que si t'es trop rigide sur ta réalisation, puis tu vas perdre un peu de leur côté d'improvisation, leurs athlètes qui peuvent se permettre, qui vont rendre le film plus drôle. Oui, tandis que lui, il pense tout le temps, chaque moment, comment je peux soutirer un gag de chaque moment sans que ce soit basé sur les dialogues et ce que les acteurs ont à se dire. Fait que, on va le décliner, mais c'est aussi... c'est un gars qui a beaucoup de mouvements, beaucoup de caméras, que ce soit montage ou caméra, mais il est très, très rapide. Et il a pratiqué, mettons, les swish pans. Là. Oui. On va un pan à l'horizontale, ça peut être dans les deux sens, mais à l'horizontale, très rapide. Qui va créer une transition parce que ça n'aura pas été filmé dans un mouvement continu. Ça crée un flou de mouvement, en fait. Fait que tout devient flou. Et ça permet de couper. Et si ton autre plan commence avec le mouvement dans la même direction, ben tu coupes entre les deux et tu vois juste un mouvement. Tu as l'impression que c'est dans le même mouvement. Tu vois juste des couleurs bouger et ça amenait à quelque chose d'autre. Mais des fois, je voyais des vieux films. J'ai vu des extraits dans des montages là, sur lui, des entrevues, puis des trucs qu'il faisait quand il était jeune. Puis il l'essayait, puis ça marchait pas. Mais il faisait avec sa petite caméra, puis il essayait de couper un autre, puis il essayait de comprendre... Comment le faire pour que ça soit le plus fluide possible. Fait que là, à cette heure, il le fait, puis c'est inné en dedans de lui. Puis même dans l'affaire de, je sais pas si tu l'avais vu, là, justement, quand il parlait aux gens à l'université. J'ai pas vu l'intégrale, c'était comme dans un montage. Oui, c'est ça. Puis, mais quand il dit, il dit les journées là, qui faisaient beau, tout le monde sortait dehors, mais moi, j'allais dans la salle de montage. Et j'apprenais. Puis j'essayais de comprendre tous les outils, puis le pacing, puis le quand couper un plan à l'autre pour que ce soit le plus drôle possible. Puis il a dû passer du temps là-dessus, là, énormément. C'est clair. Et c'est pour ça qu'il est reconnu comme un réal de montage et vraiment de mise en scène, de caméra, comment utiliser tout le cadrage. Ouais, ses plans ne durent jamais longtemps. Ben, c'est sûr que c'est un moment qui est moins dans l'action, là, mais il coupe vite. Il y a un pace rapide, puis il a fait ça très tôt pour dynamiser ses films, parce que il y a moins de budget, il shootait moins longtemps, fait qu'il coupait pour dynamiser ça. Puis maintenant qu'il a le budget et tout, il filme beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui filme énormément parce que avoir plus de take égale un pacing plus rapide, plus d'options au montage pour couper. Tu sais, dans ces fameuses transitions que Day Shaun of the Dead nous a appris à faire, juste d'un personnage qui se déplace d'un lieu à l'autre, tu vas avoir des fois une quinzaine de plans super rapides. Ouais, qui sont comme même pas une seconde. Là, même pas une seconde. Clac, clac, clac. Tu sais, qui nous rappellent les Requiem for a Dream, tu sais, les montages rapides de Darren Aronofsky, avec un sound design qui est attaché et du gag aussi. Il va en profiter pour faire un gag parce que, tu sais, ça soit une règle de 3 ou clac, 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 clac. Je pense à The War's End avec les bières, clac, 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 un verre d'eau. Puis c'est drôle. T'sais. C'est ça, il l'utilise souvent dans Scott Pilgrim, là, quand je sais pas à quel moment là, il sort de chez eux. Attache son soulier. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, tu vois manteau, clac, ting, clac, clac. Le soulier, c'est super long parce qu'il fait sa boucle puis il est pas capable. Puis une fois qu'il sort, il y a un zoom, clac, ça repart. C'est ça. C'est malade. Mais le gag est là. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas tout le temps... les personnages sacs sont vulgaires, disent des affaires. C'est vraiment, OK, là, j'ai un moment, mon personnage sort comment? Je peux soutirer un gag dans ce petit moment-là. Ouais, mais moi, ça me fascine, justement, ceux qui réussissent à le faire en humour, de faire rire dans l'action, dans le mouvement, dans des trucs. Généralement, il y a des comédies qui vont laisser tomber l'humour pour les scènes d'action ou les transitions. Puis il y avait une vidéo sur YouTube qui l'exprimait bien. Là. Des fois, tu as des comédies, le Bridesmaid, etc., qui sont super drôles par moment, mais dans ces transitions-là, parce que je veux pas, dans un film de 2 heures, t'as des plans en voiture, t'as des plans de... Bon, mais t'as souvent le personnage qui est seul, avec une toune, là, puis une vue de haut de la ville pendant 30 secondes, mais tu perds des opportunités de gag. Ouais, c'est ça. Alors que lui, il est saisi. Ouais, lui, il rentre là-dedans, il fait des gags là-dedans. Puis même,
sais, je sais pas, parce que je sais que il parle beaucoup qu'il y a mettons, les réalisateurs qui aimaient ou les films qu'il aimait, il y avait bien des films d'horreur, Sam Raimi l'inspirait, mais pour son utilisation de ces moments-là, tu sais, ça me faisait penser un peu au Zucker, Abrams de début, là, d'espèce de... C'est spoof movie, là. Spoof movie, mais tu sais, Airplane ou Top Secret, mais l'espèce de pogner un gag qui était pas dans la... rajouter un gag par le cadrage. C'est ça, je veux dire, c'est que je sais pas à quel point... Il était inspiré de ça. Inspiré de ça ou c'était inconscient, mais je pense que c'est comme un rejeton de ça. T'sais, clairement, il était dans les années aussi. J'ai l'impression, il devait être enfant. Fait que il y a peut-être une chance qu'il ait vu ça jeune et c'est ça, c'est de voir comme OK. Parce que des fois, dans Top Secret, il y a Val Kilmer, à un moment donné, il parle avec son agent, puis il n'y a aucun gag dans le dialogue, mais les gags. Ça passe à l'arrière. Le background, il y a quelque chose en arrière qui se passe qui est très drôle. C'est un peu ça. C'est des moments que ça peut y arriver dans le film qui se cite le plus souvent, je pense, là, dans la catégorie humour et autres, humour et horreur, c'est souvent An American Werewolf in London. OK, ouais, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai écouté pour l'occasion. Ça fait longtemps que je l'avais sur ma liste. C'est un très bon movie. Très bon movie. On va parler à l'anglaise parce qu'il est anglais. Bref, de John Landis, justement, qui a fait les Animal House puis tous ces films-là, c'est de comédie. C'est un de ses films préférés, puis c'est pas le film le plus drôle, c'est pas le film le plus épeurant, c'est vraiment un hybride, puis tu sais, il a fait Shaun of the Dead 25 ans après, tu sais, qui croise ces deux styles-là quand même. Mais pour dire que c'est un geek point, mais un geek de film, c'est quelqu'un qui a vu, tu sais, vous pouvez avoir accès à son top 1000. C'est sur Internet, son top 1000. Puis moi, je me suis concentré dans les derniers jours sur son top 40 parce qu'il y avait beaucoup de films dans son top que je voulais voir depuis longtemps. Puis là, on était en octobre, dans le mood de films d'horreur. Il trippe sur les films d'horreur. Puis des Carrie, Suspiria, Dawn of the Dead. Il y en a plein qu'on retrouve. Et c'est quelqu'un qui fait justement des hommages. Au-delà du spoof de ses premiers balbutiements au cinéma, même dans son plus récent, Last Night in Soho, qui est présentement à l'affiche, mais dans d'autres, il y a toujours ils sont souvent subtils si tu connais pas les films, mais sont là. Il y en a plein. Il y a beaucoup de clins d'œil. Même que, c'est ça, dans l'entrevue, il disait, parce que depuis tantôt, on dit le mot spoof ou quelque chose, mais il y avait quelqu'un, eux autres, il y avait d'autres termes, mais le monde disait, dans le sens que il dit je me moque pas de ça, tu sais. Moi c'est un hommage là, c'est comme les films me font triper, puis là quand on est en train de construire l'histoire, mon cerveau fait comme ça je peux peut-être plugger un petit clin d'œil à ça parce qu'on a la twist qui ressemble à un film ou telle affaire ou tel revirement que là on peut juste mettre un petit clin d'œil, tu sais, puis même dans Hot Fuzz, je veux dire, il y a Monster Inc. là. Oui. Il reprend un dialogue de Monster Inc. Ouais, je pense que c'est dans. C'est peut-être. J'ai dit Hot Fuzz, mais Baby Driver. Ouais, exact. Non, c'est ça. Il y a des trucs assez directs. Il y a des fois assez directs, là, mais c'est un gars imaginatif, puis qui c'est ça. Tu dis, il fait un cinéma vraiment pop. Ouais. Mais tellement bien fait que tu fais, il pourrait être considéré éventuellement comme un maître. Là, oui, c'est un grand ami de Tarantino. Les deux ensemble ont dû parler de cinéma à maintes reprises, influencé par Rodriguez aussi. Il est dans cette gang-là de réalisateurs cinéphiles. Fait que moi, j'adore ça. Ça peut être... pas nécessairement à double tranchant, mais des fois, si tu es trop dans l'hommage, tu peux te perdre ou tu peux comme... juste t'amuser à rendre hommage, mais pas rejoindre les gens. Généralement, ça marche bien pour lui, quand même. Parce que je pense que son emphase est vraiment sur on écrit une histoire. Ouais, c'est ça. Puis souvent, il co-scénarise. Il a co-scénarisé tous ses films, mais il a écrit Baby Driver seul. Ouais, c'est le seul qui écrit seul. Mais on reviendra là-dessus parce que j'ai vu une quoi sur l'écriture qui était quand même intéressante pour ça. Mais ouais, il disait qu'il aimait mieux écrire à deux pour l'humour parce que... Il dit, il faut que tu bandes tout de suite ton idée. Tu sais, telle affaire, c'est drôle, puis l'autre fait non. Oui, tu sais, fait puis il renchérit. Être tout seul avec ton ordi, je pense que c'est drôle, puis finalement, ça ne l'est pas. Tu sais. Ça peut nous amener avec une de. On va commencer, Dom, tu peux le mettre, A Fistful of Fingers. Ouais, c'est le seul que j'ai pas vu, qui est. Parce que c'est comme
C'est un film, mais c'est officiellement un film. C'est quand même surprenant que ça soit son premier film. 95. 95, c'est sur IMDb, premier long métrage. On voit déjà l'image, pour ceux qui sont en vidéo, c'est ça. C'est avec les moyens du bord. C'est quand même un film de 15 000 $. Ben, quand même, c'est rien, là, 15 000 on s'entend. Ouais. Mais quand tu as 21 ans, tu fais un film à 15 000, c'est surprenant. Il s'est arrangé avec une pizzeria pour payer la pizza à son staff pendant 21 jours de tournage. Ils ont mangé de la pizza pendant 3 semaines. Et donc, déjà dans le titre, fait référence à un film de Sergio Leone, très inspiré des western spaghetti. On le voit justement à l'écran, c'est lui. Donc, c'est ça. On dirait les Chicken Swell. C'est mon impression que j'avais, c'est mon référent d'un cheval qui est clairement un toutou sur un bâton, mais c'est aussi peut-être c'est clairement aussi inspiré des Monty Python puis Holy Grail qui n'avait pas d'argent. Exactement, oui. Qui fakeait d'avoir des chevaux, là, tu sais. Oui, c'est sûrement que ça a aussi... ça fait partie de son inspiration. Il est anglais, clair, c'est sûr, les Monty Python. C'est sûr que là, tu te dis, ben garde, c'est pas grave, j'ai pas d'argent pour avoir un vrai cheval, ben on va se prendre un en bois, c'est tout. Là. Mais c'est quand même surprenant, parce que moi, j'ai beaucoup ri. Je veux dire, je peux pas donner une grande note à un film là, qui a l'air d'être un film d'ado, là, mais fait par des ados, pas pour ados. Mais c'est très drôle. Il y a beaucoup de gags au pied carré. C'est le pacing de gags, il y en a tout le temps. Il y en a certains que tu fais, j'ai déjà entendu ça 1000 fois. Des trucs avec des Indiens autochtones, mais tu sais, ce qui passerait plus aujourd'hui. Là, sont vraiment... c'est dans les clichés du genre aussi, là, des vieux westerns. Et il y a des gags qui sont super drôles, certains nichés. J'ai eu du fun, il y a un peu d'animation. Tu vois qu'il y avait déjà... son talent était déjà là en termes de montage aussi. Comme tu l'as mentionné, il y a des trucs qu'il a fait par après qui sont devenus sa renommée. C'est Trademarks qui avait déjà à l'âge de 21 ans là, quand il a fait ce film-là. C'est quand même très surprenant. Oui, c'est ça. Mais il s'est placé assez jeune parce que même avant ça, là, avant l'université, il y en a fait d'autres. Il avait même participé à des émissions. Là, oui, des jeunes, j'ai vu qu'il était en entrevue. Oui, puis il avait gagné un prix. Il y avait comme un concours de films pour ados. Là. Il était vraiment ado, puis il avait gagné. Fait que moi, je pense que c'est ça. Il est très jeune. Il était comme j'en fais. Puis c'est ça. Même s'il n'y a pas de budget, même s'il n'y a pas d'équipe, ben il réussit à on vient de voir, là, j'ai comme fait une pause, mais il a fait un mini swish pan. Là, exact. C'était pas son meilleur, mais déjà là, c'est ça. Ses outils sont là. Il savait qu'est-ce qu'il voulait faire, mais... Tu as mentionné Sam Raimi. C'est vrai qu'il était fan de Sam Raimi, mais surtout par rapport à Evil Dead, en fait, parce que... Il l'a fait à 18 ans. Il l'a fait à 18 ans, pas de budget, avec 6 comédiens dans une shed, tu sais. Fait qu'il l'a vraiment mentionné. Ça, c'est mon Evil Dead, entre guillemets, là, c'est même pas de l'horreur, mais... Tout ça pour faire la comparaison de faire un film au même âge, là, qui a malheureusement pas eu la même renommée qu'Evil Dead. Mais puis c'est drôle parce qu'il a travaillé par la suite pendant 3 films avec le DOP de Sam Raimi. Ah ouais, OK. Ouais, un DOP qui a travaillé souvent avec Sam Raimi, qui est Bill Pope, qui a fait justement Army of Darkness, Spider-Man même. Okay. Mais ça, c'est pas rare, on dirait, dans le monde du cinéma, d'avoir des collaborateurs qui ont collaboré avec tes idoles. Ouais. Woody Allen a travaillé avec le DOP de Ingmar Bergman. On voit souvent ça. Je sais pas si c'est un hasard ou je le veux vraiment. Clairement qu'il a lancé une petite perche. Là. Une invitation, là, exactement. Mais on n'aura pas grand-chose à dire sur Fistful of Fingers. Vous pouvez aller voir ça gratuit sur YouTube. C'est funny, mais évidemment, ça s'arrête là. Par la suite, c'est une petite carrière en télé. Ouais. Je veux dire, quasiment 10 ans de télé. Là, pratiquement. Ouais. Là, j'ai pas toute la liste, mais il est arrivé en 99. De 99 à 2001, il a fait Space. 14 épisodes, je pense, sur 2 saisons, qui a eu vraiment un succès culte dans les gens de cette génération-là, dans les surtout jeunes. En Angleterre, je ne sais pas à quel point, de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est ça, en Angleterre. Avant Internet. Non, c'est ça. Je pense pas que ça s'était tant promené. Mais ça, tu me disais peut-être que Simon Pegg
Puis lui, il s'était rencontré avant. Il s'était rencontré avant parce qu'il a fait plusieurs séries télé, Edgar Wright, dont certaines qu'il a écrit, dont une qui s'appelle Asylum. Je pense que c'est là qu'il a rencontré Simon Pegg, mais la collaboration s'est surtout formée avec Spaced. Oui, qui est devenu culte. Oui, c'est ça. Puis le Pegg embarqué dans l'écriture aussi. Ouais. J'ai juste écouté le premier épisode. Je voulais juste savoir un peu le feel. Le départ, j'étais un peu dérouté, la prémisse, mais rapidement, j'ai fait « Ah ouais, c'est vraiment du Edgar Wright. » Tous ces outils sont là. La dernière scène, tu sens aussi le pas énorme budget, budget télé, mais qu'il rentabilise chaque truc. La dernière scène, c'est deux amis, un gars et une fille qui se louent un appart, mais ils se font passer pour un couple pour louer l'appart. Puis là, finalement, ils ont l'appart. Et là, un soir, il y a une autre personne dans le bloc qui vient souper avec eux, puis la proprio s'invite. Puis là, tu sens que ça va être ça un peu. Là. Le monde du bloc vont vivre dans Patente, mais c'est qu'une scène à table, mais il fait des swish pans d'un bord à l'autre, ça coupe. Ça devient de la folie. Ultra dynamique, ouais. C'est très drôle parce que tout ce qu'ils plaçaient au début, parce que les deux, ils ont menti que c'était un couple, ils ont donné plein d'infos de comment se rencontrer là. On a fait ça, ils sont créés un backstory, mais là, au souper, tout se défait parce qu'ils oublient des affaires, puis ils se font interroger. Ça devient comme un interrogatoire de police. C'est très drôle. Fait justement de taper le reste. Ah ouais, ça me donne le goût. C'est sur Prime, mais ça... Oui, je l'ai trouvé sur Prime, mais je ne sais pas si ça se trouve sur d'autres plateformes en tant que tel. Et donc, justement, la rencontre avec Simon Pegg a fait en sorte qu'ils ont formé un duo d'auteurs, d'écriture, qui nous amène à Shaun of the Dead en 2004. Oui. Mais en fait, il nous amène à une trilogie. Oui, exactement. Mais je pense pas qu'il savait qu'il faisait une trilogie quand il faisait Shaun. Au premier, je pense pas. Non, c'était pas dans les plans. Non. C'était juste comme... Bon, d'où le nom vient de Dawn of the Dead, le deuxième film de la série de zombies de George R. Romero. Ouais. Mais... Tu sais, outre les zombies, l'histoire n'a rien à voir là, avec Dawn of the Dead. C'est pas dans un supermarché, dans un centre commercial. C'est vraiment deux gars, deux colocs. En fait, ils sont trois, mais deux principaux, là, avec Nick Frost, qui est là dans tous les films de cette trilogie-là. Qui sont hangover d'un party et il va y avoir une invasion de zombies, mais eux étant hangover, ils vont pas trop se rendre compte de ça tout de suite. Et écoute, pas qu'il n'y a pas d'histoire, c'est juste ils veulent aller au bar. Ils veulent aller au bar. Il y a beaucoup de liens avec la bière dans cette trilogie-là. Oui. Donc, l'objectif, c'est d'aller se cacher au bar. Ils vont pogner des gens sur leur passage, sa mère, des amis qui vont faire partie du petit groupe de survivalistes de tout ça. Ouais. Et tu sais, ça parodie le genre zombie, mais aussi la comédie romantique. Tout le début, là, on joue sur les clichés de la comédie romantique aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on disait beaucoup qu'il rend hommage à un style, mais en fait, beaucoup ce qu'il fait, c'est merger deux styles. Ouais, merger deux styles, effectivement. Même là, jusqu'à Last Night in Soho, mais évidemment, c'est tout le temps une comédie, mais là, il y a horreur et film romantique. Il va tout le temps dans plusieurs eaux en même temps. Et je trouve que c'est ça que... Ce qui prouve peut-être qu'il est encore un meilleur réalisateur qu'on dit, c'est parce que c'est souvent très dangereux de changer de ton, de jouer avec dans ça, tomber, je veux dire, dramatique entre guillemets, revenir comique, action, puis jamais perdre le focus de l'histoire, tu sais. Exact. Tu sens pas les moments comme, OK, là, on est redevenu ça, c'est que ça coule tout le temps. Très bien. Puis, tu sais, on parlait de trilogie, ceux qui ne savent pas, on l'a comme tellement mentionné vite, là, mais il y a deux noms. Hein? Il y a soit Blood and Ice Trilogy ou Three Cornetto Flavor. Three Cornetto Flavor. Ça, c'est surtout le nom officiel. Qui a collé plus, en fait. Donc, on parle de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et The World's End. Ce sont trois films qui ont chacun des genres différents, qui sont parodiés, on pourrait dire, qui sont inspirés. Et, c'est les mêmes acteurs principaux, c'est pas les mêmes personnages. C'est quoi les autres liens qu'il y a? T'sais, on parle beaucoup de la bière du bar. Il y a un cornet qui est là dans chaque, de façon très subtile. Moins subtile dans le dernier, mais en tout cas...
Dans World's End, c'est un peu comme il fallait en mettre un. C'est juste le papier d'emballage qui apparaît. Il apparaît à la toute fin du film. Toute fin, c'est comme... mais je pense que c'était le gag un peu. On essaie de trouver c'est quand il va manger un cornet. Mais dans Shaun of the Dead, c'est ça. C'est que je pense que ça partait d'un gag parce que le personnage de Nick Frost, c'est comme son truc pour l'après-party, pour le hangover. C'est de manger un cornetto, qui est un drumstick. Là, comme un drumstick, c'est un cornet déjà fait. Et je pense qu'ils ont comme fait une référence dans le deuxième, puis après ça, c'est devenu ça le nom de la trilogie. Là. C'est drôle. Et pour reparler en fait de sa force d'utiliser les moments qu'on voit souvent, parce que tout le temps, quand tu as des films un peu catastrophes comme ça, il y a tout le temps un moment que la télé va jouer, puis il va y avoir comme de l'info, puis les personnages vont pas écouter ou c'est pas clair. Mm-hmm. Mais ça, je trouvais que c'était encore plus magique parce que t'as Sean sur le divan qui est hangover, qui est comme... Là, c'est les nouvelles, mais il commence à parler qu'il y a du monde qui sont ils changent de poste parce qu'il est juste assez idole. Mais qu'est-ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois qu'il change de poste, l'autre poste continue la phrase. Ouais, parce qu'à un moment donné, le journaliste dit « People are », il change de poste, puis là, c'est... Eating alive. C'est un National Geographic, un lion qui mange une gazelle, puis c'est comme « Being eating alive », tu sais. Puis là, tu as tout ça. Fait que tu as comme le gag qui vient de ce montage-là et qui fait aussi expliquer qu'il porte zéro attention aux nouvelles. Fait que quand il sort dehors pour la première fois... C'est long avant qu'il cache qu'il y a des zombies, mais tout fait partie du gag. Là. Ouais, c'est ça. C'est que ça permet l'espèce de... il sait pas. Fait que, vraiment intéressant. Puis il aime beaucoup utiliser la répétition. On répète les mêmes scènes. Justement, le plan d'aller au bar, il l'explique. Puis tu vois un montage rapide de « On va aller chercher ma mère, on pogne un tel, on se rend au bar, on boit une pinte, puis non, ça marche pas. OK, d'abord. On va. Puis là, il rajoute un élément, exactement. Mais tu as souvent des scènes qui sont reprises et justement une super scène dans Shaun of the Dead où il se rend au dépanneur pour la première fois avec une Steadicam plan séquence qui est assez long. On suit au complet. Et quelques scènes plus tard, c'est le même. Puis je pense qu'on peut les mettre côte à côte. Puis c'est pile. C'est pile. Ça se suit pareil, la même chose, mais là, avec Invasion de zombies ou des gens morts. Donc, puis lui qui fait la même chose, il va acheter son coke, il paye au gars, mais là, le gars, il est rendu mort ou mangé par un zombie. Donc, il fait juste laisser l'argent sur le comptoir, il revient. Donc, c'est vraiment un tour de force visuel aussi. T'sais. D'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose. J'ai oublié de chercher, mais il y a tout le temps un coke dans ses films. Ouais. Puis là, je me suis... Tout le temps? Je pense que oui. Oui, Baby Driver. Il y en a. Puis même Last Night in Soho, elle a un coke. Oui, c'est vrai. Puis à chaque fois, je suis comme, est-ce qu'il se fait donner de l'argent ou c'est un gag ou c'est quoi sa fixation? Mais c'est vrai. Parce que dans tous ces films, il y a tout le temps un coke. Oui, exactement. Écoute, on pourrait dire 1000 affaires là-dessus. Moi, j'aime dans le casting aussi. Oui. Puis même les personnages secondaires sont là dans les 3 films de la trilogie. Martin Freeman, Bill Nighy. Il y en a d'autres, je ne connais pas tous, là, mais tu vois que c'est la même trip de gang. Il pourrait en refaire un autre, puis ça... avec cette gang-là, je l'espère un jour, là, parce que je trouve que c'est dans ses meilleurs. Je trouve que c'est vraiment ses comédies. Les autres, il n'est jamais loin de la comédie. Là, c'est là ça. C'est vraiment assumé comédie, mais c'est divertissant pour plein de raisons. Je pense que l'efficacité de Simon Pegg et de Nick Frost, le duo fonctionne. Le duo fonctionne, puis à l'écriture aussi, là, ça marche au bout. Là. Mais je pense qu'on peut passer à Hot Fuzz parce que on va répéter des choses. Mais Hot Fuzz 2007, fait qu'on est 3 ans plus tard. Oui. Là, dans lui, là, on merge plus le film policier. Oui. Mais avec comédie. Ouais, comédie policier, puis je sais pas, truc de... Moi, j'ai vu une comparaison dans un critique, là, j'ai lu ça. Il disait... Écoute, c'est pas ça, mais vous allez comprendre. Là. C'est comme le mix entre Scooby-Doo et Scream. C'est quand même cool parce que tout se révèle de c'est pas ce que tu pensais que c'était, tel personnage. C'est pas juste ça, c'est que Scooby-Doo, souvent, ils ont comme des capes. Quand ils enlèvent, comme c'est moi le, exactement. C'est moi le méchant. Puis le côté Scream on va vraiment indiquer les codes, parler des codes aussi. On va foreshadower des trucs. J'essaie de prendre des notes, mais à un moment donné, je perdais le focus, mais il y a tellement d'indications visuelles, les commerces, puis j'essayais de voir, mais
Puis là, c'est ça. Je me suis fait une écoute, puis il faudrait que je refasse l'écoute, mais il y a les... Puis là, je sais pas si je vais spoiler. Je vais spoiler. C'était en 2007. Ça vient le temps de l'écouter. Non, mais en fait, je spoilerai pas trop, mais il y a des places, il y a des commerces, il y a des trucs qui ont un symbole, puis ont tous le même symbole collé sur la devanture, mais je me demandais si c'était un rapport avec... Ben, ça se peut, il y a tellement de détails. Ils sont comme une table. Ouais. Puis c'est un peu ça, là, c'est toutes les genre de chevalier. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment il s'appelle, en fait, cette gang-là. C'est ça. Je me rappelle plus non plus. Ben, c'est ça. C'est qu'il y a un gros revirement au milieu du film. Ben, pas au milieu, là. Ben avant. J'ai marqué, quand il y a le reveal, ouais. Il reste 40 minutes. Ouais, exact. C'est 40 minutes magiques. Ouais, mais ça chiffre le carrément. Mais pour expliquer un peu l'histoire, la trilogie font ça aussi. On n'a pas expliqué l'histoire. Mais c'est Simon Pegg, un policier exemplaire à Londres, des médailles. Il était dans il est dans le SWAT. Il a tout fait les affaires. Et la gang de Londres l'envoie. Il dit t'es devenu sergent, mais pas à Londres, dans une petite ville. Ils veulent l'envoyer. Puis comme pourquoi? Parce que il est trop bon, puis il fait mal paraître tout le monde. J'adore cette prémisse-là. Ouais, c'est parfait. Va-t'en, t'es trop bon. Fait que là, il s'en va dans une petite ville et il s'emmerde un peu au début parce que c'est comme, bon, il n'y a pas autant de crimes, mais il en trouve quand même. Il réussit à s'arranger tout ça et il va commencer à avoir des choses bizarres, des meurtres, des disparitions, des affaires. Et là, lui, ça va l'activer bien raide. Et il va tomber sur une grande conspiration. Exactement. Mais c'est ça, le film n'arrête pas de shifter de ton. Et ultimement, bon, là, on a la shot là, pour ceux qui sont dans la vidéo, mais c'était son homme. Il a viré une coche en un hommage Michael Bay. Ouais, vraiment. Bad Boys. Je tisse tout. Il est mentionné dans le film aussi. Il est mentionné, mais c'est comme je vais c'est fou. Parce que par moments, c'est graphique là, sur les meurtres. Là. C'est horreur, tu vois, son inspiration horreur, slasher, avec des trucs de tranchage de tête. Puis le côté action, justement, on va parler de Breakpoint, puis on va parler de... Bad Boys. Ouais, c'est ça. Point Break, en fait, puis Bad Boys. Puis plus tard, on va faire ce qu'ils ont fait. Exactement, carrément. Mais c'est drôle parce que, puis là, je fais une parenthèse, mais en réalisant mes notes, je m'étais mis flash de films d'horreur à cause du tueur, puis entre parenthèses, frisson. Oui, exact. Mais la toge, hein, tu sais. À cause de la toge, puis le couteau, mais... Il y avait comme un peu cette vibe-là de comme c'est horreur, mais pas vraiment. Mais un peu comme Frisson, qui est comme horreur, mais il y a comme un ton humoristique aussi à tout ça. Décalé. Exactement. Fait que c'est ça, il y a comme un peu d'horreur quand même là, dans ce film-là. Il y a toujours un petit peu... Tu sais, c'est ça. Il flirte avec le genre tout le temps. Shaun of the Dead, évidemment. Tu vois que là, qu'il triple là-dessus, puis il trouve toujours le moyen de l'inclure, tu sais. Ouais, écoute, puis... Là, on voit la scène de sauter par les clôtures, qui est un running gag qui, dans les 3 films, on retrouve ce gag-là. Sauter la clôture, ouais, c'est... Ça, c'est... Pas tout. C'est parfait. Il y a beaucoup de slapstick, ça me fait penser. Oui, il y a beaucoup d'humour slapstick quand même, surtout amené par Nick Frost, qui est souvent un personnage complètement immature, là, mais qui est hilarant, tu sais, à chaque fois. Ouais, moi, ça m'a fait capoter. Et un truc qu'on n'a pas parlé encore vraiment, mais le travail sonore. Ouais. On dirait qu'Hot Fuzz, là, ça a vraiment steppé up. Là, il s'est mis à utiliser tout l'espace sonore. Il y a beaucoup d'effets, beaucoup de trucs pour marquer des gags ou amener une couche. Des fois, il y a des sons qui n'ont aucun rapport, mais pour amener, comme justement dans le bureau, quand il reçoit sa promotion au début là, ouais. il y a des bips à des moments comme importants, comme s'il fallait noter ce qui se disait. Ça va être important plus tard. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a la phrase, parce que quand là, il apprend qu'il s'en va de Londres, tout ça, puis il dit au boss, with all respect, sir, you can't make someone disappear, puis il y a un beep. OK. C'est pas, parce que ça va ramener à la fin que là, il y a du monde qui disparaît dans la ville, tu sais, c'est ça. Oui, mais son sound design est toujours incroyable dans ses montages, mais aussi dans l'ensemble, là, des fois, ça peut être... j'ai juste des exemples pour d'autres films plus tard, là, fait que j'en parlerai plus tard, là, mais il a perfectionné ça à partir de là aussi, là, l'utilisation du son, là, énormément. Oui. Hot Fuzz, ça, je le recommande fortement. Ah oui, vraiment. Moi, c'est assez unanime. Tout le monde à qui je parle, c'est... Parce que ça arrête pas. Ça arrête pas une seconde. Si c'est pas drôle, c'est qu'il y a de l'action. Exactement. Sinon,
Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Ça, c'est drôle. Il y a une triple traduction là, d'un farmer qui parle tout croche, mais il y a un gars dans la police qu'on n'entend jamais quand il parle. Fait qu'il traduit le gars qui, lui, se refait traduire dans un anglais plus normatif. Ouais, puis Nick Frost traduit. C'est ça. Excellent film. On va aller avec The World's End, en fait, qui n'est pas le film suivant, mais quand même le troisième de cette trilogie-là, donc qui a été faite en 2013, qui s'appelle, c'est ça, The World's End. Qui est peut-être un petit peu moins fort. Ouais. Mais qui est très... parce que l'affaire, c'est que Shaun of the Dead, évidemment, a été un succès culte qui s'est comme bâti avec le temps. Oui. Hot Fuzz a vraiment marché fort assez rapidement. Fait que là, tu as 2 films qui sont quasiment devenus cultes pour notre génération. Ouais. Et là, quand on a comme catché qu'on va faire une trilogie, donc là, ça met beaucoup de pression sur on fait un autre film. Énormément. Fait que là, ils sont très attendus. Je l'ai réécouté. Je me rappelle l'avoir écouté à l'époque et avoir été un peu pas déçu, mais c'est que OK. J'avais au cinéma, j'avais aimé ça. J'avais aimé ça, mais tu sais, un petit peu. Mais en le réécoutant là, j'ai fait c'est meilleur que ce qu'on se rappelle. Qu'on se rappelle. Mais ce qui est dur avec ce film-là, le World's End, c'est 5 amis d'enfance. Il y en a un le personnage de Simon Pegg qui est resté l'ado attardé, même dans sa début quarantaine. Il veut faire le party et il veut ramener tous ses amis et aller faire un pub crawl, en fait. Faire la tournée des bars d'un village. Il y a 10 bars? 12? 12. Parce que quand il était jeune, dans les années 80, il l'avait essayé puis il n'avait pas réussi à la gang. Il dit on va retourner, on fait ça. Et là, quand il retourne c'est une pinte par bar. Donc 12 pintes, c'est énorme. Oui, c'est ça. Et là, arrive là et le village a l'air bizarre. Mm-hmm. Et les gens ont l'air bizarres et ça devient un sci-fi... apocalypse. Film d'invasion, en fait... Mais l'affaire, c'est que quand tu y penses, c'est que dans la prémisse, c'est vraiment comme un mix de Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Vraiment, ouais. On va dans un village, il y a comme une conspiration et... Le village est contre nous. Et là, c'est ça, le village est comme... C'est pas des zombies, c'est des extraterrestres robots. Ouais. Mais c'est un peu la même affaire parce qu'ils poursuivent, puis ils marchent. Fait que tu te dis, il y a peut-être ça aussi qui faisait que c'était trop le mix des 2 autres films. Ouais. Peut-être se démarquer des 2 autres. Parce qu'il y a beaucoup de gags au début. Simon Pegg qui va à la rencontre de ses 4 autres amis qui sont casés dans des vies très ordinaires puis routinières. Fait qu'il y a plein de gags qui émergent de ça, qui finissent par dire oui puis qui s'embarquent dans l'aventure, puis d'arriver dans des pubs qui sont pas les pubs qui se rappellent, sont rendus tous framés pareil. Là. Les 2 premiers sont exactement pareils. C'est le même bar, c'est ça le gag, là, tous se ressemblent. Ouais. Y a plein de jokes, c'est drôle. Ouais, c'est le reveal du sci-fi, je me rappelle pas si c'était marketé de même, j'imagine que non. On l'apprenait-tu en salle, ça? On l'apprenait en l'écoutant? Ça virait de même? Parce que c'est tout un turn, c'est tout un revirement. Je pense que c'était un petit peu dans... Mais... Ouais. C'était pas full out, on savait exactement. On voyait un peu les scènes qu'en fait, ils regardent, tout le village les regarde marcher. Tu sais pas exactement c'est quoi ça. Là, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose de off, là, mais ouais. Quand ça arrive, là, les robots, là, c'est hot, là, c'est vraiment hot. C'est juste la dernière 30 minutes, je dirais, là, où ça explose de partout. Il y en a qui sont morts, puis... J'ai l'air de spoiler, mais c'est le fun à écouter le pareil. Là, mais c'est là qu'on perd un peu l'efficacité comique. Là, toute cette scène-là, justement, avec le bar qui va underground. On explique un peu c'est quoi ces robots-là. C'est le fun, puis j'ai du fun dans le film, mais c'est un peu moins efficace au niveau de la comédie là, dans le dernier stretch du film. Et j'ai noté un gag, encore là, slapstick, qui vient de Nick Frost. Quand là, ils savent qu'il y a des robots, mais là, Andy le personnage de Nick Frost a commencé à boire parce qu'au début, il ne boit pas. Oui. Et qui fait un personnage tellement à l'opposé des 2 autres. Oui, c'est ça. Mais qui revient tranquillement avec ses autres. Mais c'est juste quand il commence à être en boisson, puis il sort, puis la fille, elle fait qu'est-ce qu'on fait? On continue de faire ça parce que c'est une bonne idée. On continue à aller faire les bars, même s'il y a des robots. Puis il se retourne pour ouvrir la porte, mais il passe sa main à travers la vitre. Je pleurais. Il est super bon pour le timing physique était parfait. C'est hilarant. Voilà, on va y aller avec Scott Pilgrim. Donc, on revient de 3 ans, 2010. Un film qui a marqué tellement et c'est
c'est d'une évidence si vous connaissez ce film-là. Adaptation du roman graphique du même nom par Brian Lee O'Malley, qui est paru, un artiste canadien. Hein? Évidemment, le film se passe à Toronto. C'est un graphic novel qui est paru entre 2004 et 2010. C'est comme l'aboutissement de l'œuvre avec un film. Là. Ouais. Donc, inspiré de plusieurs autres arts. D'abord le roman graphique, mais le jeu vidéo, le vidéoclip, plein d'affaires. Et c'est... En tout cas, le visuel est écœurant. Puis moi, je suis vraiment curieux de savoir ce que tu en as pensé parce que tu l'as vu tout récemment, à 11 ans en retard, puis on ne s'explique pas pourquoi. Parce que c'est tellement ton genre, puis tu étais dans l'âge de le voir en crise. Oui, j'avais 25 ans. C'était direct dans mes cordes. J'aime les jeux vidéo. J'aime tout ce monde-là. Edgar Wright. J'avais trippé mais je sais pas ce qui est passé, puis en même temps, le box-office a floppé, ce film-là. Ça n'a pas levé tant que ça. Fait que je sais pas ce qui s'est passé au niveau marketing, où il y a quelque chose qui a été mal vendu, parce que même moi, je suis comme, Scott Pilgrim, je suis comme, ouais. Puis pourtant, j'étais surexcité de Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai vraiment capoté. C'est hot. Il y a là-dedans, c'est éclaté. Et vu que ça vient du roman graphique, il se permet des affaires que là, il fait « OK, je m'en fous, on peut faire ce qu'on veut. » Ah oui. Il y a tellement d'affaires, mais c'est homogène quand même. Oui. Il y a un bout, là, t'entends un peu la bass là, de... Oui, mais je l'ai noté. La référence à Seinfeld. La référence à Seinfeld, c'est comme une sitcom le temps d'une scène avec des rires en canne. Après ça passe à autre chose. Coloc, puis là, c'est comme un peu Kramer avec Seinfeld. Puis, le monde rend en canne. Ça continue. Okay. C'est normal. Parfait. Il y a même un Bollywood, un moment donné. Ah oui. Le premier X. Ouais. Il y a comme ça vire un peu de danse-ish. Mais d'abord, l'histoire, on a Scott Pilgrim. Contre le monde. Contre le monde. Un jeune slacker, de début vingtaine, incarné par Michael Cera, qui est parfait là-dedans, qui est canadien, vient de Toronto, je crois aussi. Donc, parfait pour le rôle. Bassiste dans un band de garage, fait des concours de Battle of the Band. T'sais. Et il va tomber amoureux d'une fille, Ramona Flowers, et il va devoir affronter ses 7 ex pour l'avoir, pour être en couple avec elle, comme si c'était justement des monstres là, dans des tableaux là, de jeux vidéo. Et il va s'affronter justement à la manière de... Ben, pas tout le temps, mais tu sais, à la manière de jeux vidéo. Comme... Il y a beaucoup d'animés. Ouais, ça c'est beau, là, les monstres. Là. Les monstres, mais tu sais, il y a beaucoup l'effet du animé, c'est-à-dire qu'on voit, mettons, il se lance avec le point, mais le background est comme animé avec des lignes pour marquer le déplacement. Ouais, et puis le versus, là, comme un tableau, un genre de Mortal Kombat. Ouais, c'est là que c'est vraiment, ça part tous les bords, parce que tu as le jeu vidéo, l'animé, c'est all over the place, mais à chaque fois, c'est magique. Tu as tout le temps hâte au prochain X. Ah oui, ben oui, exactement. C'est tout le temps d'une manière différente. Quand ils font leur... Il y a beaucoup de split screen, puis de façon... Ils sont amenés de façon créative à chaque fois. Quand ils jouent la musique, tu as les éclairs qui sortent de la guitare, là, puis les paroles qui sont... C'est pareil comme, justement, là, d'un vidéoclip. Et c'était tout storyboard, mais toutes ces affaires sont très, très storyboard. Ouais, c'est ça que je voulais dire au début. On va en parler plus à Baby Driver. Ouais, évidemment. Mais vu avec ses parents artistes, il a développé le dessin, tout ça. Fait que lui, il storyboard beaucoup, et même des storyboards animés. Des fois, il anime le mouvement. Il anime, c'est ça. Mettons le début, là, quand il joue. Il joue avec ses colocs, puis là, on a le plan qui recule, puis là, c'est comme une... C'est comme si la pièce est rendue vraiment longue. Puis les gens qui partent là, mais il l'a fait dans le storyboard animé. On voit la pièce s'allonger. Puis il y avait déjà l'écriture autour. Puis quand il a parlé aux animateurs, lui, il était comme... Il dit, je veux toute l'écriture, les trucs, surtout au niveau du rock, là, je veux que ça a l'air d'un ado qui fait ça dans son cahier. Ouais, exact. Puis c'est comment un ado voit que c'est rock, genre. Ouais. Les zigzags, les éclairs, tout, là. Ouais, fait que c'est tout le temps très, très placé, ces affaires, très précis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'actions, puis on n'est jamais perdu dans patente. Très efficace. Ah ouais. Très, très efficace, ouais. J'ai adoré le revoir. Là. Il y a plein de bons acteurs. Chris Evans, qui fait son personnage est très drôle aussi. Ouais, écoute, le nombre d'acteurs qui sont des vedettes maintenant. Exactement. C'est fou, là. Schwartzman, il y en a plein. Anna Kendrick, c'est là-dedans. Ouais. Écoute.
On pourrait en nommer plein. C'est fou. Ouais, vraiment, ça vaut la peine de le revoir, même si vous l'avez déjà vu. C'est toujours aussi bon. Ah, puis j'ai juste noté une phrase qui m'a fait rire, le numéro 3, quand il meurt. Ouais. La fille a dit « You just headbutted my boyfriend so hard he burst. » Je trouvais ça drôle qu'elle mentionne, puisqu'on l'a vu, puis tu fais comme « OK, c'était absurde. » Ouais, les monstres les ex, quand ils meurent, c'est des jetons, des pièces de monnaie, comme dans un jeu vidéo. Ouais. C'est écœurant. On va y aller on va passer à Baby Driver, donc en 2017, le film qu'on a vu au cinéma ensemble. Aïe, aïe, aïe. T'avais-tu oublié? Moi, j'oublie tout. Ah, écoute, moi, c'était une date importante. En tout cas, je ne le prends pas personnel. Donc, Baby Driver 2017. Là, on n'a pas beaucoup parlé à date de la musique, mais là, c'est le film pour en parler. Oui, mais je me retenais. Moi aussi. Parce que c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Vite, l'histoire de Baby, un chauffeur. Baby, qui est un driver. Qui est un driver. En gros, c'est ça. Donc, il va conduire des truands. Des truands qui vont faire des cambriolages de banques, entre autres. Donc, c'est quelqu'un qui chauffe extrêmement bien et mal en même temps. Non, mais extrêmement vite et dangereusement, mais de façon super précise. Ouais. Et qui a un calme absolu. Quelqu'un qui a vécu un accident de voiture jeune. Ses parents sont décédés et il y avait les écouteurs sont super importants. Il y a de la musique tout le temps, 24 heures sur 24. Mais pour il est cacher très ses acouphènes, en fait. Cacher ses acouphènes, puis ça a dû te toucher, ça? Oui, ça m'a vraiment touché. J'ai fait comme, mon Dieu, enfin. C'est quelqu'un qui me représente. Oui, un personnage de génération iPod aussi. Il y a eu un iPod très jeune. Ouais. Donc, la musique, tout ça pour dire que la musique est extrêmement importante dans ce film-là. Et il y a des tunes qui sont précises, qui sont importantes. Il a dû avoir les droits pour écrire le scénario parce que absolument c'est dans l'autre sens que ça va. On écrit un scénario, on va même filmer, puis des fois après ça, on va aller chercher les droits. Mais là, il y a absolument besoin des droits d'utiliser la chanson précise, sinon la scène, elle tombe à l'eau, ou c'est pas la même scène. Ouais. Donc, il a dû faire un peu le chemin inverse et de faire son storyboard en fonction du rythme précis des chansons utilisées, qui sont très old school souvent. Les vieilles chansons. C'est pour ça, là, c'est super réussi. C'est ça. C'est le premier film qu'il écrivait seul. Ouais. Il écrivait pas seul, il écrivait avec la musique. La musique est écrite dans le scénario. Exactement. Il choisissait, mettons, OK, là, pour la première scène là, qui part avec l'auto, ça va être telle chanson. Et son storyboard, comme tu disais, c'était précis, mais c'était plus que précis, c'est qu'il a fait un film d'animation. Ah, carrément. Il l'a animé, puis toutes ses shots pour calculer, parce que, mettons, OK, la tourne a duré 3 minutes 27. Fait que là, il a animé, il l'a fait en dessin pour faire les wipers, ils partent, il y a un pan. Oui, il y a un pan, je coupe à là, je coupe à là, je coupe à là. OK, j'arrive à la fin de la tune là, tu sais. Pour que chaque beat, mettons, quand il y a un punch de musique, il regarde de côté, il regarde l'autre. Tam, on coupe à l'autre. Mais... Ben ça, c'est une bonne scène où il part la toune. Mais là, vu que. Puis un très bon gag des masques là, qu'on voit dans la bande-annonce aussi, là, les masques de Mike Myers. Mike Myers, pas Michael Myers. Puis donc bref, il arrive pour sortir puis il fait j'ai besoin de repartir la chanson. Ils sont comme what the fuck? Attends. OK, go. Ouais, c'est écœurant. C'était comme vous étiez supposé de sortir quand c'était à 5 secondes. Fait que il est sorti. On part la toute. Ouais. C'est parfait ça. C'est dur ce jeu-là de c'est quoi mon préféré, mais je pense lui c'est qu'il est tellement solide. Il y a comme une drive folle dans ce film-là. Mais c'est comme un film qui n'a pas une grande profondeur. Tu sais, les personnages sont flamboyants, il y a plein d'actions, plein de musique, c'est du bonbon. Ça n'a pas une grande profondeur, puis au-delà de la... T'analyses pas 1000 ans, ce film-là, mais c'est tellement bien fait pour ces éléments-là que moi, ça en fait un film parmi mes préférés, parce que c'est tellement d'une efficacité. C'est efficace. C'était après Drive de... Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un peu ça, le gars, le chauffeur qui parle pas beaucoup. Les deux films sont inspirés du même film, en fait. Ouais, c'est ça. The Driver, en 1978, de Walter Hill, qui est réputé pour ses scènes de voiture. OK. Tout le monde, ça l'a inspiré plein de gens. Les poursuites de voiture, là... très cascade, là. Pas que ça vient de The Driver nécessairement, mais ce film-là était réputé pour les avoir vraiment bien fait. Ça l'a inspiré pour Drive et ça l'a inspiré pour Baby Driver. Oui, et écoute, les scènes
Ah, ça, ouais. Les cascades. Il n'y a pas beaucoup de CGI, en fait. Le CGI est là pour... parce que j'ai vu... il y a un channel là, qui parle souvent de cascades et de CGI. Et il avait parlé de Baby Driver. Puis il y a des moments, en fait... tu sais que des fois, il y a certains câbles pour retenir, pour pas être sûr qu'ils partent. Fait que là, le CGI était fait pour enlever, mettons, le câble ou une certaine rig, mais il le faisait pour vrai. Il y a une scène qui est vraiment comme là, au début, là, quand il part, puis il est comme dans l'espèce de ruelle. Il part de côté, puis il slide entre deux trucks. Il y a un truck qui recule, mais le truck qui recule, c'est pas un vrai camion. Il est fait en CGI. Mais il part quand même en dérapage dans une ruelle. Là, c'est quand même dangereux à la base. Fait que le truck n'était pas nécessaire dans le tournage. Fait qu'ils ont racheté des petites affaires pour mettre ça un peu plus comme OK, il passe à côté du truck puis il passe là. C'est tout. Mais sinon, c'est très réel et ça le sent. On sent l'énervement des poursuites. Ça n'a pas de sens. Quand il drift là, le premier camion qui recule, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Mais il a fait en 2002 un vidéoclip pour un groupe anglais qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Mint Royal. Il n'y avait pas beaucoup de budget, mais tu vois qu'il voulait déjà faire ça à ce moment-là. J'ai juste écouté un petit peu, mais c'est Nick Frost qui joue dans le vidéoclip. Mais c'est ça, je pense que c'est un peu ça l'histoire là, d'un chauffeur qui attend les cambrioleurs, puis t'as exactement les scènes des wipers sur la musique du band. Là. Fait qu'il a voulu faire ça déjà en 2002, puis là, quand il a comme eu de la popularité, puis il a pu avoir 60 millions pour faire son film, ben là, il s'est gâté, puis il l'a fait full pin. Et sais-tu comment il a pitché ça au studio, au producteur? Il a dit, je veux faire un musical d'action. Nice. C'est un peu ça. C'est ça que ça donne. C'est ça que je veux faire. Je veux de la musique puis des chars. Ouais, c'est moi qui n'ai pas un gars. Non plus, zéro open bar. Zéro open bar, mais ça, là, c'est parce que il y a moins d'humour, évidemment. Là, c'est un peu déconnecté. Mais il y en a pareil. Il y a des bons. Il y a des gags. Il y a des bons gags avec Jamie Foxx. Les performances sont bonnes. Le John Hamm, puis l'autre qu'on ne peut pas nommer. L'homme qu'on n'a plus nommé. Mais non, excellent film à voir. Et là, il en reste un qu'on a vu au cinéma. Oui, ben lui, on va se garder une gêne parce qu'il est encore à l'affiche. Il est encore au cinéma, fait qu'on vous dira pas que tout le monde meurt, non. Ça s'appelle Last Night in Soho. 2021, un film qui fait partie des nombreux qui étaient filmés avant la pandémie, qui a été retardé pour sortir en salle. Même qu'il y a des actrices qui sont décédées avant la sortie du film. Il est âgé. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a des actrices, surtout des femmes, mais il y a peut-être un homme aussi, mais qui étaient vieux et qui faisaient partie un peu là, des grandes années à Londres du cinéma des années 60. Et c'est un film qui fait un hommage aussi à ces années-là, un retour dans le passé. Mais hommage, pas longtemps, là. Ouais. Parce que, mais ça on peut le dire, là. Parce que, tu sais, on dirait que depuis les dernières années, il y a beaucoup de films, justement, qui sont un hommage à ces années-là, tu sais, La La Land. Puis on dirait que c'est le seul qui me vient en tête, là. Mais il y en a eu, tu sais, que des hommages à cette année-là, puis on dirait qu'il a fait moi, je vais le faire pour les Swinging 60s à Londres, tu sais. Mais très rapidement, il est pas dans le... Tu sens qu'il ne rend pas hommage vraiment à ces années-là, puis il va vraiment critiquer les comportements sexistes. Énormément. Ça, c'est un film très post-MeToo. Au lieu de justement de glorifier les hommes en dessous, puis là, les femmes qui essayent d'être chanteuses, mais on va parler du fait que ces hommes-là ont profité des femmes et ça devient une prémisse pour de l'horreur. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le film. Oui, énormément. Puis là, l'affaire qui est triste, c'est que les mauvaises choses, on ne pourra pas en parler. Oui, exact. Parce qu'on ne veut pas spoiler rien. Mais je comprends ce qu'il a voulu faire. Ouais. Dans l'ensemble, c'est intéressant, mais il y a un petit côté off que j'arrive pas encore à expliquer, mais qui me satisfaisait pas autant que ces autres films. Ouais, ben je me garde une gêne aussi, mais je pense que l'explication est très nombreuse, elle est très présente. C'est de la surexplication enfin. On te prend un peu trop par la main, mais c'est un bon divertissement, pour vrai. Puis c'est un tour, tu sais, c'est audacieux visuellement, on s'entend là. On le voit déjà dans le trailer, mais les réflexions dans le miroir de deux actrices qui ne sont pas la même, puis il y a une scène là, de danse là, incroyable. Là. C'est un plan séquence, puis c'est merveilleux comment c'est fait. J'aimerais ça voir le making of de cette scène-là.
Il y a vraiment... Puis ça, il l'a réussi parfaitement, tu sais. Ouais. Beaucoup d'inspiration de différents films d'horreur qu'on a mentionnés plus tôt, qui l'ont influencé. Donc, puis les couleurs, la musique, très importante, évidemment, la musique des années 60. Il y a plein de belles choses, mais c'est sûr qu'on reste un peu sur notre faim à cause de certains éléments. Mais ça vaut la peine si vous aimez Edgar Wright, si vous aimez les films qu'on a parlé, si vous avez vu la bande-annonce puis ça vous a intrigué autant que moi je l'ai été. Je regrette pas de l'avoir vu au cinéma, ce film-là. Oh non, mais tu sais, si vous ne connaissez pas Edgar Wright, commencez pas par lui. Mettons. Non. C'est pas lui qui va vous ouvrir à son univers. C'est ça. Mais le message est bon, hein, aussi. Oui, c'est ça, je pense. Mais tu sais, moi aussi, là, je ne veux pas bâcher le film. Je pense que j'ai aimé ça à 95%. Là, c'est juste une espèce de petite déception vers la fin que j'étais qui est allé vers là. Puis tu sais, c'est un petit peu ça. Un petit pour moi à la fin, mais toute la ride est le fun. Tu sais, il y a des bons moments. J'ai un bon jump scare. Il y en a eu un ou deux, là. Vraiment. Il y en a un qui m'a eu en chien. Là. Vraiment intéressant. C'est co-écrit avec Christy Wilson Cairns. Je le dis sûrement pas comme faux. Mais sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait avant? C'est son deuxième film. 1917. OK. On s'en deux films qui n'ont pas rapport, là, un avec l'autre. Je pense que c'est une jeune scénariste qui a à peu près notre âge. Je pense qu'elle a comme 34 ans. C'est Sam Mendes qui l'a présenté à Edgar Wright. C'est lui qui a réalisé 1917. Un film de guerre. Elle a scénarisé ça. Et là, elle scénarise un autre genre. Peut-être qu'il voulait une expertise. Vu que ça se passe un peu dans le passé. Peut-être. Exactement. Elle a triple là-dessus. Là. Ouais, c'est possible. Écoute. Ouais, je sais pas, je la connaissais pas trop, mais là... son prochain. Son prochain, parce qu'on s'entend que même si ça sort là, vu qu'il y a un gros délai à cause de la pandémie, il est sûrement sur un autre projet depuis un bout. Mais là, il n'y a rien d'annoncé. Il n'y a pas de casting d'annoncé. C'est The Running Man. Mais tout ce qu'on sait, c'est la prémisse, c'est ça, c'est que c'est un roman de Stephen King. Ah, ben là. Et c'est une dystopie sur les États-Unis en 2025. Écrément, ça s'approche. Mais là, l'affaire, c'est qu'il va sûrement sortir. Là, on est en 2021, fait en 2023, genre. Ouais, genre, fait que, je sais pas s'il va l'adapter ou je pense qu'il va garder le gag de comme on fait une dystopie qui va se passer dans 2 ans. Edgar Wright qui rentre dans l'univers de King, ça peut être le fun, une dystopie, OK. Ah non, on revient dans ses amours des débuts. Là. Effectivement. OK, ouais, j'ai hâte de voir ça. Running Man, c'est ça? Ouais. Cool. Bon, ben allez revoir son cinéma. Faites-vous plaisir. Si vous ne le connaissez pas, gâtez-vous. Il y a plein de belles affaires. Quand même assez disponibles sur les plateformes en plus, si vous êtes abonné à quelques-unes d'entre elles. Oui. Merci Mathieu. Ça a bien fait plaisir. À la prochaine. Ciao.